comme Ludovic vient de l'exprimer, vous synthétisez un peu le travail qui a été fait et qui aboutit à la publication d'un rapport qui s'appelle « Voyager bas carbone », que vous trouvez sur le site du Shift. Alors le Shift Project, c'est un think tank, une association française qui a 12 ans et dont la vocation est de travailler sur les sujets d'énergie et de carbone. Donc, il a engagé depuis 2 ans, un peu plus de 2 ans maintenant, une démarche qui s'appelle Plan de transformation de l'économie française. C'est quelque chose de très ambitieux qui vise à passer de la situation actuelle où on réagit dans l'urgence à quelque chose de résilient et donc d'envisager secteur de l'économie par secteur de l'économie comment on pourrait transformer avec l'idée d'être donc plus résilient et puis conforme aux engagements de l'accord de Paris et donc baisse des émissions de gaz à effet de serre à horizon 2050. Donc si vous allez sur le site, il y a aussi une adresse spécifique, il nous faut un plan.fr, vous allez tomber sur une série de rapports sectoriels. Voilà, par exemple décarboner la culture, décarboner la santé, l'industrie. Donc à chaque fois, il y a des experts de ces secteurs qui ont travaillé. Une des spécificités du Shift, c'est d'avoir beaucoup de gens qui suivent. Il y a même une association qui s'appelle les Shifters. Peut-être que certains d'entre vous en font partie. Il y a 3000 inscrits, je crois, maintenant. Et puis à peu près 15 000 personnes qui suivent de près sur les réseaux sociaux. Donc il y a des gens d'un petit peu partout qui ont trouvé là moyen de s'exprimer et de donner des pistes pour la transformation de leur secteur. Voilà. Il y a aussi un livre en librairie, vous voyez le visuel, le plan de transformation de l'économie française. Le transport dans le PTEF, alors le transport évidemment est très important, vous savez que ça fait 30% des émissions de gaz à effet de serre en France, donc nécessairement on a traité la question, on l'a même traité en 3 morceaux, puisqu'il y a le transport de marchandises qui a ses analyses spécifiques, son rapport spécifique, et puis la mobilité voyageur qui est séparée en 2, avec la mobilité quotidienne ou locale et la mobilité de longue distance. C'est assez intéressant, original d'avoir découpé, puisque finalement on n'a pas forcément les mêmes logiques derrière, et c'est pas toujours fait. Donc voilà, nous on a fait ce choix-là. Et moi, donc, je vais vous parler un petit peu du rapport qui concerne la longue distance. Voilà, donc on était une petite équipe de 3, et puis bien sûr, on a eu des échanges avec des professionnels du secteur. En termes de méthode, on s'est appuyé sur l'EMP 2018-2019, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, enquête mobilité des personnes. C'est une grosse enquête qui est faite par le ministère des Transports et l'INSEE tous les 10 ans à peu près, tous les 10 ans au mieux. Et donc là, il y en a une, la dernière, elle a été faite juste avant crise Covid. Donc on a une photo de la mobilité des résidents en France, âgés de plus de 6 ans pour être précis, qui est très très détaillée, avec notamment le gros intérêt des enquêtes, c'est qu'on a les motifs de déplacement. Voilà, donc vous voyez le camembert en haut à droite. Premier motif, c'est les visites à la famille et aux amis, mais il y a aussi les vacances, le trafic pro qui représente à peu près 20% des déplacements, et puis des loisirs. Alors bon, aller dans un musée, aller dans un parc d'attractions, enfin des tas de motifs qu'on peut retrouver de manière détaillée dans l'enquête. La mobilité à longue distance des Français, donc c'est les voyages à plus de 80 km à vol d'oiseau, j'aurais pu commencer par là, ou 100 km en distance routière. C'est à peu près un peu plus de 6 voyages, donc aller plus retour par Français et par an, donc en gros 1 mois sur 2, et 7620 km par an, ce qui n'est pas si loin en distance totale parcourue de ce qui est dans l'autre partie de la mobilité, la mobilité locale. La mobilité locale, c'est beaucoup de déplacements de courte portée, et la mobilité longue distance, c'est peu de déplacements, mais long. Vous voyez que la distance moyenne est de 1200 km quand même, aller-retour. Et donc, la mobilité locale, ça serait dans les 8000 à 9000 km par an, et longue distance, 7600. Les modes de transport, voiture premier mode, 72%. En nombre de déplacements, là, parce qu'on va voir qu'en VK, c'est voyageurs kilomètres, c'est pas forcément la même chose.
Et puis, bon, petit graphique avec les inégalités de pratique, puisque l'enquête permet également de croiser les pratiques de déplacement avec le niveau de revenu. Donc, c'est partie descriptive de la situation. Depuis 10 ans, donc entre les deux enquêtes, la précédente de 2008 et celle-ci, le nombre de déplacements n'a pas varié, mais la distance moyenne s'est élevée, ce qui est pas très bon, bien sûr. Et on a notamment une explosion des déplacements à 900 km et plus, comme vous voyez, qui ont quasi doublé, enfin, énormément augmenté. Ça, c'est un truc qui était assez surprenant quand on a découvert les résultats de cette enquête. 86% des voyages ont pour destination l'Hexagone et les destinations vers l'étranger, c'est aux 3/4 l'Europe. Voilà. Donc là, structure des déplacements, et puis on passe le camembert sur la droite avec une pondération en fonction des distances parcourues. Et vous voyez que le motif vacances, qui fait 19% des voyages, fait 42% des distances parcourues. Et c'est via ce motif vacances qu'on est rentré finalement dans le domaine du tourisme, qui n'était pas un parti pris de base quand on a commencé à avoir l'idée d'écrire ce rapport, mais forcément, on est tombé avec ce motif-là dans le sujet du tourisme. Voilà, ça, c'est juste un graphique qui croise des infos qu'on avait déjà précédemment. Donc vous avez le mode de transport croisé avec les motifs de déplacement. Voilà, je crois que ce qui est assez frappant, c'est que l'avion est énormément présent sur le motif de vacances. Et par motif de vacances, on comprend, puisqu'il n'inclut pas les visites à la famille et aux amis, c'est des déplacements pour lesquels on choisit à la fois sa destination et son mode de transport avec finalement beaucoup de liberté. Consommation unitaire des modes. Donc là, on passe à ce qu'il nous faut pour arriver à faire un bilan carbone de notre secteur. Il faut d'abord avoir une consommation unitaire d'énergie par mode. Donc vous voyez que c'est extrêmement contrasté entre les modes de transport, entre l'avion court, moyen, courrier et puis le TGV à l'autre bout de l'échelle. On a quand même plus que 1 à 10 en termes d'efficacité énergétique. Et puis l'écart s'accroît quand on passe en facteur d'émission des modes, puisque le TGV fonctionne à l'électrique actuellement assez peu carboné, puisqu'il y a pas mal d'électricité nucléaire derrière. Donc l'écart s'accroît, mais il faut déjà voir que rien qu'en termes de consommation d'énergie, il y a des écarts importants et qu'on a une efficacité intrinsèque du mode ferroviaire avec le contact roue-rail acier contre acier qui est très très efficace en termes d'utilisation de l'énergie. Donc voilà, ça c'est le petit bilan qu'on a fait. Donc vous avez d'abord les déplacements, ensuite les distances parcourues. Donc vous noterez que les distances parcourues, en fait, la voiture et l'avion sont à touche-touche. C'est à peu près 43% chacun. Donc voilà, c'est comme ça. Le train fait 12%. Les autres modes de transport, en fait, sont très peu significatifs, hein, dans le cadre de cette enquête, en tout cas. L'autocar, le bateau qui fait moins de 1% n'apparaissent pas de manière significative dans les déplacements des Français. Voilà, 160 TWh d'énergie et 41 millions de tonnes de CO2 équivalent émis par an. Donc ça, c'est notre portrait de la situation de départ. Et là-dessus, on voit qu'on va avoir une impérieuse contrainte énergétique, c'est-à-dire qu'on a quand même 90% de carburant d'origine fossile là-dedans, hein, parce que l'avion et la voiture, même si on commence à avoir un petit peu d'électrique, c'est très, très largement du pétrole. Donc il y a un risque, en parler ces jours-ci, ça a plus de relief encore qu'il y a 2 ans et demi quand on commençait à poser notre sujet, mais il y a des risques d'approvisionnement sur le pétrole, notamment, qui vont être très, très caractéristiques de notre secteur. Donc les priorités qu'on dégage, c'est électrifier le plus possible.
La voiture électrique, on sait qu'en termes de cycle de vie, elle est meilleure que la voiture thermique. En usage, c'est complètement évident. Nous, ici, on est sur les usages. Mais même en cycle de vie, avec la construction du véhicule, elle est quand même meilleure. Donc on électrifie, mais on veut aussi économiser l'électricité, puisqu'on sait qu'elle ne sera pas disponible en quantité infinie. Donc ça ne suffit pas d'électrifier, il faut aussi avoir des concepts de sobriété, comme on dit. Alors, ça, c'est bon. Quelques chiffres sur notre projection, le scénario qu'on a construit, qui visait donc à faire diviser par 5 les émissions de carbone entre 2020 et 2050, ou dit autrement, baisser de 5% par an. Donc on a d'abord une hypothèse qui est de sobriété générale, qui est que les kilomètres parcourus par habitant ne bougent plus. On a dit tout à l'heure qu'en 10 ans, on avait vu que ça avait augmenté. Donc là, on dit voilà, ça bouge plus. C'est déjà une hypothèse de travail assez forte. Et ensuite, on a des hypothèses de sobriété spécifiques sur les voyages aériens, avec des voyages professionnels qui peuvent être limités par la visioconférence en particulier. Donc on a pris une hypothèse en découpant à l'intérieur des motifs des voyages professionnels, en appliquant des hypothèses de réduction. Pour les vacances sur les vols long courriers, donc pour motif de vacances, ce qui veut dire qu'on a un peu sanctuarisé ce qui relève de la visite à la famille et aux amis. Mais pour les vacances, on a considéré que 30% des vols long courriers pourraient se faire 2 fois moins souvent. Donc en gros, là où on voyageait tous les ans, on ne le fera plus qu'une fois sur 2. Et puis on restera plus longtemps sur place si possible. C'est ça qui serait souhaitable. On a aussi une autre partie des vacances vols long courrier qu'on a supposé reportables à la fois en termes de destination et de mode de transport. Donc c'est des déplacements internationaux, intercontinentaux qui deviennent des voyages en train en Europe. Report massif, des vols courts et moyens courriers vers le train aussi. Donc ça, c'est des déplacements qui sont actuellement faits vers l'Europe et vers la France, qui sont reportés vers le train, et une partie des distances en voiture également qui sont reportées vers le train. Donc avec tout ça, le train, il triple pratiquement en termes de part de marché. Pour les déplacements en avion moins nombreux, il y a tout un travail qui a été fait aussi. Vous trouverez un rapport spécifique qui s'appelle « Pouvoir voler en 2050 », qui est sorti avant ce rapport-là, qui s'appelle « Voyager bas carbone », qui est très très détaillé sur le volet de l'aérien. Il a été réalisé par des gens qui sont dans ce milieu du transport aérien. Et donc là, on reprend les principales conclusions. Donc il faut limiter l'offre, il faut limiter la demande, donc avec outils de la fiscalité, outils aussi éventuels de quotas par personne à étudier. Il y a bien sûr un volet développer le service ferroviaire, parce qu'il y a un peu le bâton et la carotte, là dont on cherche à limiter l'aérien, mais aussi à rendre plus attractif le ferroviaire, évidemment, et à développer donc des services, notamment au niveau de l'Europe, et une diversité de services. Donc, train de jour, train de nuit, train classique, train à grande vitesse. On a besoin de diversifier l'offre. Et côté tourisme également, donc diversifier l'offre. Alors, certains nous ont parlé de diversifier l'offre de haut de gamme qui, a priori, en France, vis-à-vis des Français, n'était pas forcément très, très attractive. Mais développer des offres de voyage immersifs, voilà, tout ce qui est slow tourisme, écotourisme, expérientiel. Aller vers une désaisonnalisation du tourisme. Ça, c'est un petit peu d'un autre ordre d'idée. Mais il faut mieux utiliser les équipements touristiques. Pour l'usage de la voiture, privilégier le voyage en train.
Donc, se passer de la voiture est pas facile. C'est sans doute plus difficile que de basculer de l'avion vers le train. Donc, pour passer au train, nos propositions, c'est de mettre en tourisme les transports collectifs. Il y a un gros sujet aussi sur l'offre de transport ferroviaire régional. Je ne sais pas si Renaud Lagrave nous en parlera, mais elle est souvent plus naturellement orientée vers les locaux que vers les touristes. Donc, mettre en tourisme l'offre. Bon, on préconise aussi d'augmenter le nombre de gares directement desservies par les trains à longue distance, TGV intercités, puisque s'il y a moins de correspondance, ça sera forcément plus facile pour des voyageurs avec des bagages et qui craignent aussi de rater les correspondances. Développer l'intermodalité en gare, développer le tourisme à vélo, faciliter le partage d'expériences, voilà. Et puis décaler les jours de début, fin de semaine pour mieux étaler le trafic. Donc, sur le volet mobiliser conjointement les acteurs du tourisme et du transport, c'est bien ce qu'on a vu. On a discuté aussi, d'ailleurs, on a eu le Conseil régional d'Occitanie qui nous avait été conseillé comme particulièrement moteur sur ces questions. Donc, on avait eu Jean Pinard, Sophie Pirquin lors de nos échanges avec des acteurs. Et on a, avec le duo région et conseil, comité régional du tourisme, des acteurs qui peuvent mettre la filière en mouvement, en ordre de bataille. Donc, mettre en place une gouvernance carbone du tourisme, c'est avoir un ministère du tourisme qui est mobilisé donc sur le sujet d'économiser l'énergie et économiser les émissions de carbone, des régions qui adaptent l'offre locale de TC, donc, et puis les comités et offices du tourisme qui animent des partenariats entre acteurs locaux, tourisme et transport, soutien et promotion aux nouvelles offres touristiques résilientes, accompagnement des acteurs locaux et formation. Parce que oui, ce que j'ai pas dit aussi, c'est que une dimension importante de notre plan, c'est de s'intéresser beaucoup aux compétences humaines et aux formations. On a évité le plus possible de parler d'euros. Donc là, c'est pas spécifique au secteur du voyage que je vous montre là. C'est l'ensemble du plan de transformation. On parle le moins possible d'euros. Mais en revanche, on parle de matières consommées, d'énergie, de ressources et de ressources humaines. Donc, besoin de formation des acteurs. Béatrice, voilà. Je te propose qu'on conclue pour garder du temps pour échanger. Fini, hein. Dernière slide. Bon, sur le train, on en a déjà parlé. Je vais passer, mais il y a aussi donc des recommandations pour améliorer le réseau. Donc la voiture prendra moins de place dans nos vies, usage réduit. Et il faut qu'elle soit également sobre, c'est-à-dire petite, légère. Donc ça, c'est le volet. Il ne suffit pas que la mobilité soit électrique, il faut aussi qu'elle consomme moins. Donc voiture petite, légère, puissante. Et les avions, je ne vais pas détailler, mais j'invite ceux que ça intéresse à aller consulter le rapport qui s'appelle « Pouvoir voler en 2050 ». Donc en gros, il y a des projets de verdissement de flotte, mais ça va être très long à mettre en place. Et puis, si c'était étendu avec le niveau actuel du trafic, ça ne boucle pas au niveau de l'énergie que ça nécessite. Ça ne boucle pas, et donc il est nécessaire d'avoir la dose de sobriété qu'on a introduit dans notre scénario. Voilà. Ça, c'est le petit graphique qui synthétise les différents effets. Voilà. Merci beaucoup Béatrice, désolé de t'avoir un peu pressé. Je t'invite à te réinstaller.